Alors, je suis ravi d'être là. Ça va, super. Je suis vraiment ravi d'être dans un endroit aussi magnifique. La Sorbonne, c'est quand même quelque chose. Et puis, pour venir parler de la musique, donc, vraiment, j'ai basé toute ma carrière sur la création musicale pour pas avoir à m'exprimer en public. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Bon, c'est un exercice qui fait peur à tout le monde. Il paraît que dans l'ordre des choses qui font le plus peur, le numéro 1, c'est s'exprimer en public juste avant la mort. Numéro 2. Donc vraiment, voilà. J'aurais préféré... C'est un suicide social. Alors... Attendez, je vais essayer de récupérer mon écran. Je vais vous parler rapidement de moi. Alors, comment je suis venu à la musique, j'ai un papa qui faisait de la guitare quand j'étais petit, qui jouait du flamenco, et une maman qui me faisait écouter des vinyles. Donc, je suis né au début des années 80 et j'ai vraiment connu aussi cette transition entre la période plus analogique pour venir vers le numérique. C'est-à-dire que j'ai eu mon premier téléphone à 16 ans, je jouais un petit peu aux jeux vidéo sur le PC de la famille quand j'avais 11 ans. Et voilà, et c'est vers 18 ans que j'ai eu un coup de cœur. J'ai écouté l'album de Air, Moon Safari, et en écoutant ce disque, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Il y avait vraiment ces textures à l'ancienne. J'entendais de la musique des années 60, de la musique classique, de l'arrangement, et en même temps, il y avait des éléments électroniques, des synthés, des Moog, plein de choses qui me rappelaient aussi les dessins animés que je regardais petit, et tout cet univers qui m'a beaucoup toujours inspiré. En fait, il y a beaucoup de choses autour justement de l'enfance, du classique. Et bref, ce disque a résonné en moi, et à partir de là, je suis arrivé à Paris et j'étais étudiant en école de commerce, et j'ai commencé à produire un peu de musique sur mon ordinateur. Donc la transition entre école de commerce et producteur était forcément pas évidente, et j'ai pas forcément eu le soutien de mes parents quand je leur ai dit que je voulais faire de la house. Mais bon, j'ai fini mon école, et à la fin de l'école, j'étais très intéressé par les ordinateurs, donc j'ai bossé chez Microsoft. Et j'ai pu enchaîner par la suite en partant à San Francisco pour travailler pour une boîte qui faisait des logiciels pour DJ, qui s'appelait Mix Vibes. J'ai fait un VIE là-bas, c'est un contrat assez cool, et j'ai passé 1 an et demi à travailler seul, c'était une start-up française, donc il y avait 4 personnes à Paris, moi j'étais seul là-bas, et comme j'étais seul, j'avais beaucoup d'indépendance, et j'ai commencé à mixer, à produire, et je me suis servi des quelques connaissances que j'avais. J'ai oublié de dire que j'avais fait un peu de guitare classique quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de solfège. Et donc j'ai commencé enfin à enregistrer des instruments, à chanter et à me servir de mes connaissances de producteur électronique là-bas. Et voilà, ça m'a amené à Paris je suis rentré en 2009, et j'ai sorti un premier album, un projet un peu pop 60s qui a fait un flop, ça s'appelait Open Space and Stars. Mais bon voilà, c'était un premier projet. J'ai trouvé un label qui était plus un producteur de musique de cinéma qui a mis un billet pour produire ça, et je suis allé faire 2-3 concerts. Enfin bon, voilà, c'est comme qui dirait, c'est bien d'avoir, on tente quelques fois, on fait quelques échecs, et c'est un peu à l'américaine, on se plante 3 fois, et au bout de la troisième tentative, le projet finit par prendre. Donc ça, c'était la première tentative. Et après ça, en 2010, j'ai rencontré un ami, on a récupéré un espace industriel, donc c'est une ancienne imprimerie à Agnières-sur-Seine, qui existe toujours aujourd'hui, ça s'appelle La Syrah, et c'est devenu des ateliers d'artistes. Donc on a vécu là-bas pendant 5 ans, un peu en communauté, et là-bas j'ai pu commencer vraiment à créer. J'avais 4000 m² d'espace, on peut travailler jour et nuit, on rencontrait plein d'artistes, donc c'était un vrai moment où j'ai décroché. J'ai fait ok, bon maintenant j'arrête l'école de commerce, je me lance, je flotte dans un univers que je connais pas, et je vais vraiment tenter ma chance. Et à partir de là, on organisait des résidences tous les hivers pour quitter l'usine qui était trop froide, tout simplement. Donc on est parti au Maroc, et j'ai enregistré un disque là-bas avec les Gnawa, c'est un projet qui s'appelle Atlas Collective. Et donc là, c'était un moment où je me demandais vraiment ce que je faisais dans ma vie, et je me disais, mais pourquoi c'était tellement loin de chez toi, tu vois, c'est un projet qui a aucun débouché commercial. Mais j'ai vraiment mélangé, donc la méthode que j'utilisais, c'est donc j'avais mon ordinateur et quelques micros, je faisais enregistrer une première personne de la percussion et une deuxième personne du gambri, c'est une basse, donc ça donnait une tonalité, et ensuite j'enregistrais plein d'instruments sur cette tonalité. Et ensuite, à partir de ça, j'ai construit les morceaux en Canva avec tous les échantillons que j'avais fait de musique qui étaient tous dans la même tonalité, dans le même rythme. J'ai pu construire petit à petit ce disque. Et je me suis rendu compte un petit peu après, en le finissant, en le mixant, que j'avais fait quelque chose en fait de bien. Et il se trouve que quelques mois plus tard, donc là, nous sommes en 2012. En parallèle de ça, j'avais commencé à mixer au Baron, où j'ai rencontré Alexandre Pan. Donc la moitié de Polo et Pan qui n'est pas là, on le salue.
Et donc, j'ai fait écouter ce disque à Alex et on s'est dit, tiens, on va aller en studio. Et donc ça nous amène au début 2013 où on a fait nos premiers morceaux. Donc voilà, Polo and Pan et le projet dont la manière dont on a toujours travaillé, il y a quelque chose de très hybride. Au Baron, c'était déjà un club où on s'est rencontrés, où la culture c'était de mélanger un peu toutes les époques, toutes les années, donc on pouvait jouer Edith Piaf et derrière mettre du hip-hop, enfin voilà, vraiment enchaîner les ambiances, créer de l'émotion en mélangeant les différents univers, les différentes époques et en créant du relief entre tout ça. Ce qui n'était pas du tout la culture dans les clubs dans les années 90 où ça jouait de la house, il y avait la French Touch. Moi j'ai vécu ça, j'ai adoré. J'étais DJ en vinyle d'abord, mais quand je suis arrivé au Baron, j'ai complètement switché vers ce truc très festif. On jouait des Rolling Stones, on jouait, voilà, on tapait un peu dans la culture des parents, on tapait dans les trucs plus new school, et on essayait de mélanger tout ça pour créer de la fête et créer de l'émotion et quelque chose d'un petit peu neuf. Et donc ça a tout de suite été l'ADN du projet Polo and Pan. Donc c'est vrai qu'on est à la fois très tourné vers le futur, les technologies numériques. On a toujours utilisé, par exemple, pour mixer, on n'utilise pas des platines vinyles, on utilise des platines avec des clés USB, on fait des boules, on utilise un peu tous ces outils futuristes, mais en même temps, on aime bien utiliser cette matière qui nous est vraiment chère, c'est-à-dire que les arrangements des années 60, 70, il y a un son différent dans le jazz des années 50, il y a des choses super belles dans la couleur qu'on ne peut pas du tout retrouver dans les disques qui sortent aujourd'hui. La musique classique qui nous unit aussi, on adore Debussy, Ravel, on a pris un échantillon de Debussy dans notre premier album sur le morceau Pays imaginaire. Donc en fait, on s'est toujours placé dans l'hybridation et pour nous, le numérique, c'est vraiment un moyen plus qu'une fin, c'est-à-dire que le numérique, ça va être le moteur, c'est ce qui va permettre de rassembler toutes les couleurs, toutes les sources musicales vont être structurées avec beaucoup de facilité, c'est très pratique, l'outil numérique, c'est très rapide, comme on disait. Mais en réalité, le son qu'on va chercher et l'émotion qu'on va chercher, on ne va pas forcément aller chercher dans le futur ou dans le numérique, on va essayer de... Voilà, il y a quelque chose d'important dans le processus de travail, c'est... Voilà, je vais travailler sur Ableton, donc on en parlait tout à l'heure, on utilise les outils numériques pour structurer la musique, mais ensuite repasser toutes les pistes dans des enregistreurs à bande. Donc c'est presque le chemin inverse de ce dont parlait Renaud, c'est-à-dire qu'on utilise du numérique et on est obligé de remettre cette couleur analogique à l'ancienne pour que le son ait un petit peu de charme, un petit peu de couleur. Donc voilà, on parlait des photos tout à l'heure, c'est vrai qu'une photo argentique, ça a quand même un charme complètement différent d'une photo numérique. On envoie des millions, voilà, il y a quelque chose de très facile et de très accessible au numérique, mais il y a quelque chose de très beau, qu'on a un petit peu perdu quelque chose. Quand on écoute Ray Charles, par exemple, ça sera toujours bien, ça plaît à toutes les générations, c'est une musique, il se passe quelque chose qui ne se passe pas aujourd'hui dans les tubes actuels, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de capturer, on essaye de comprendre, on essaye de trouver les outils, on essaye de travailler autour de ça, et sans perdre le focus sur le futur. Bien sûr, il faut faire des choses nouvelles, mais essayer de rendre un hommage et aussi de garder ce qu'il y avait de bien dans la création de ce qui venait avant. Donc voilà, les avantages du numérique, pour résumer, la flexibilité, la simplicité. Mais je dirais qu'il y a un problème fondamental dans le numérique et dans la création du numérique, c'est un peu ce qu'on nous vend, c'est l'infini des possibilités. On vous dit c'est génial, tu fais ce que tu veux, tout est possible, tout est là, tu as accès à tout, tu as ton ordi, tu as des milliards de sons. Pour moi, ça c'est presque... Il y a une notion importante de créativité qui vient par la contrainte. C'est-à-dire quand on a un outil unique pour créer, le mec qui a qu'un stylo, il va travailler toujours avec son stylo, il va le maîtriser petit à petit, il va arriver au chef-d'œuvre en travaillant vraiment avec cet outil unique. Alors que quand on est écrasé par le nombre des possibilités, c'est dur d'arriver à ce niveau de maîtrise, de technique, parce que voilà, on a toujours... T'as un son qui te plaît, bah non, il y en a un autre qui est peut-être mieux, donc tu passes ton temps à trier des sons, à écouter 1000 sons de basse, à la place, tout simplement, d'en sélectionner un, de l'utiliser dans plusieurs morceaux, peut-être te dire, ok, là, je vais faire 3 morceaux, je vais faire un premier EP, je vais choisir un son de snare, enfin voilà, quelques sons caractéristiques, essayer de travailler avec ça, rentrer dans la profondeur de ce son-là, et pas tout le temps être en train de galoper, de chercher, voilà, il y a une espèce de possibilité, c'est même un truc sur notre société aujourd'hui, on a une espèce d'infini de possibilités, une espèce de truc Tinder, non, sois content avec ta meuf, ça sert à rien de chasser tout le temps, quoi, voilà. Alors... Donc voilà, pour parler, dans les techniques d'enregistrement, certaines choses qu'on a fait, par exemple, j'aurais aimé vous faire un peu plus de démos, mais c'est un petit peu compliqué ce genre de choses. Mais voilà, d'utiliser un micro, par exemple, aujourd'hui on peut avoir des claviers, on peut avoir des instruments qui vont vous faire un chœur
Voilà, donc on va prendre un chœur, c'est quelque chose qui est supposé être chanté, et on va avoir les voix sur chaque note. Bon, nous, ce qu'on aime bien faire, on aime bien faire venir une personne et lui faire chanter des voyelles comme des A ou des O sur toutes les notes du clavier. Et ensuite, on peut balancer ça de manière assez rapide sur un clavier numérique et donc avoir des claviers de chœur de personnes vraies qu'on connaît. Et voilà, ça c'est une manière de travailler très souple. On fait ça aussi avec voilà, on peut faire ça avec un piano, avec toutes sortes d'instruments ethniques, et donc on se crée nos banques de samples plutôt que d'utiliser des plugins qui sont dans le marché. Moi, je passe beaucoup de temps à essayer d'enregistrer de plus en plus des instruments rares comme ça. Il y a plein de manières différentes de créer ses propres instruments, et donc c'est une manière de créer sa patte. J'imagine qu'il y a quelques producteurs ici. Vous pouvez lever les mains. Est-ce qu'il y a des gens qui font du son? Voilà. Bon, quand même quelques-uns. Ok, ouais, j'ai fait une démo pour Ableton le jour, j'en ferai une, donc si vous voulez venir voir, c'était assez intéressant les échanges qu'on a eu là-dessus. Bon, alors pour ce qui est du live, voilà, autant dans la production, je ne suis pas forcément toujours fan du numérique, même si voilà, je trouve ça un outil incroyable, c'est pas forcément le son qui me fascine. Autant pour le live, là, nous, en tout cas, Polo & Pan, on est tout numérique, c'est là où on se simplifie la vie, on peut avoir un setup super... Voilà, nous aussi on tourne beaucoup, comme Petit Biscuit, c'est de nos activités principales, beaucoup plus que le studio, et donc ça permet d'avoir un setup léger, de faire exactement ce qu'on veut. Voilà, on peut vraiment décider sur le live, on va jouer tel ou tel instrument, extraire ça, et avoir un clavier qui va permettre de jouer plein de choses différentes selon le moment du morceau. Voilà, c'est l'avantage du numérique, on n'est pas obligé d'avoir un synthé pour chaque son, enfin voilà, on peut avoir un synthé qui permet de faire des trucs percussifs, de jouer des accords parfois. On chante dans des vocodeurs, donc le vocodeur aussi, voilà, on joue les accords et ça permet d'harmoniser la voix à travers le clavier. Et étant DJ, Alex et moi, on aime bien aussi, voilà, on a un setup avec une table de mixage platine, on fait passer les différentes pistes de son à travers les effets DJ. C'est pas forcément voilà, c'est pas un trick de puriste, on va dire, sur scène, mais c'est un truc un peu hybride justement à nouveau, parce qu'on vient de cette culture DJ, justement, on essaie d'hybrider un petit peu entre le côté un peu malin, boucle DJ, le côté plus joué musicien. Donc voilà, sur le live, moi je suis complètement fan du numérique, même si au début du projet j'étais plutôt réticent, je voulais toujours trimballer les instruments, j'ai vite déchanté quand j'ai vu le coût et puis même le temps de setup, c'est super long à préparer à chaque fois, donc il faut profiter de ce côté pratique. Ouais, quelques considérations plus sur le marché, le stream, enfin voilà un petit peu ce que ça veut dire le numérique dans la musique, enfin voilà, dans la consommation de musique. Donc moi j'ai vraiment vu la transition vers le digital. Ma mère m'a fait découvrir la musique sur des platines et mon père sur la guitare. Et puis j'ai acheté mes premiers CD, mes CD de titres dans les années 90. Et puis voilà, j'ai commencé à downloader de la musique sur Napster. Je ne sais pas si vous connaissez cette app qui est morte depuis, mais bon voilà, c'était les premières apps de pirates et on téléchargeait à 56K un MP3 en 10 minutes. On était là genre yes. On gravait ça sur un CD, enfin c'était un enfer. Et puis voilà, j'ai vu l'émergence ensuite. Je suis rentré aussi j'ai eu cette envie de faire de la musique. J'étais en école de commerce et le marché de la musique était dévasté, donc c'était un petit peu, voilà, c'est là je me disais, ouais, c'est quand même, il y avait plus du tout de source de revenus, il n'y avait plus de vente de CD et le marché n'était pas encore structuré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des musiciens professionnels, c'est beaucoup plus le live qui est le pilier un petit peu des revenus. Et puis ensuite, les revenus, ça peut être la publicité. Quand on a de la chance, on fait une synchro. Le streaming, ça arrive presque en troisième, même si c'est en train d'augmenter de plus en plus. Puis ça dépend un petit peu des projets. Il y a des projets qui vendent énormément de disques, qui vont très bien vivre du streaming. Mais je pense que le live, de toute façon, il y a un espèce de nouveau marché des festivals qui s'est vraiment développé. Et je dirais que c'est presque bien pour les auditeurs et pour la musique, c'est-à-dire que la musique, c'est devenu un truc où les musiciens, ils ne peuvent pas juste pondre un tube chez eux, ils sont obligés d'aller sur scène, d'aller au-devant du public et donc de partager. Et ça a créé tous les festivals. On vient de faire Coachella, on s'est pris une grosse claque de voir un truc aussi bien organisé, c'est magnifique, enfin, vraiment le gros festival américain. Et j'avais un peu peur que ça soit impersonnel, mais en fait, ouais, j'ai pris une vraie claque, c'était incroyable. Donc voilà. Ouais, il y avait aussi cette idée
pour moi aussi, c'est une fausse bonne idée du numérique, en fait, maintenant tout le monde peut créer, et comme tout le monde peut diffuser à partir de chez soi, on va pouvoir consommer beaucoup plus de musique, et on va pouvoir découvrir tellement plus de musique. Il y a quand même, de toute façon, un espèce d'effet de concentration toujours sur certains projets. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il y a des milliers de projets sur SoundCloud, on en parlait tout à l'heure, SoundCloud, c'est plus le site pour les jeunes producteurs qui vont vouloir finir un morceau chez eux et diffuser directement. Et on va sur le téléphone des gens, on va toujours retrouver les mêmes noms, ça va toujours être les Beatles, Michael Jackson, Beyoncé, machin. Donc il y a cette espèce d'effet de concentration, il existe toujours. Et en fait, je pense que c'est un truc des êtres humains, on a toujours besoin on se rassemble naturellement autour de certains morceaux, autour de certains artistes. Et on n'a pas tant que ça à consacrer. Donc j'ai pas l'impression que même si le numérique a permis à beaucoup de gens de s'exprimer, ça permet pas forcément à beaucoup plus de projets incroyables d'émerger qu'il y a 10 ou 20 ans. Au contraire, je dirais, parce qu'il y a une sélection naturelle qui est moins forte. Et puis aussi, il y a la qualité des studios. Il y a cette idée aujourd'hui qu'un musicien, il peut très bien avoir fait un disque sans jamais avoir joué son morceau. À l'époque, si on part du classique, on part d'une musique qui était que jouée et jamais enregistrée. On arrive dans les années 50-70, on a des musiques à la fois jouées, enregistrées, comme le jazz, le classique. Et puis si on passe dans les années 80, on commence à avoir le prog rock et des choses où les gens jouent piste par piste, mais pas tous ensemble. On met des micros. Et petit à petit, on arrive aujourd'hui sur des producteurs Petit Biscuit joue encore un truc, il y en a plein mais qui jouent. On peut faire un disque sans avoir jamais joué de musique. Donc est-ce qu'il y a peut-être une perte de qualité de savoir-faire quand même, d'artisanat, et puis voilà, passer le temps à découvrir l'instrument, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc de maîtrise, de travail, à mon avis, il y a un donné pour un rendu, et actuellement, moi, c'est vrai que j'écoute. La musique, j'adore écouter la musique des années 60, 70, et pour l'instant, je pense pas qu'on soit encore au point où le numérique restitue entièrement tout le charme, toutes les harmoniques, toutes les subtilités musicales de la musique enregistrée, comme les Pink Floyd par exemple. Il n'y a pas beaucoup de disques qui sonnent comme Dark Side of the Moon qui sont sortis en 2019. Et donc ça, pour en arriver un petit peu à la conclusion, donc le numérique, c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est comme la création de l'imprimerie aussi. Au moment où l'imprimerie a été créée, j'imagine qu'il y avait des gens qui gueulaient, qui disaient « mais putain, on va perdre la tradition orale, c'est un enfer, tout va être écrit, on va plus savoir se souvenir des poèmes parce que maintenant tout est imprimé ». Et c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'une fois que c'est arrivé, tu ne peux pas rester sur le truc d'avant. Une fois que l'imprimerie est arrivée, la tradition orale, elle a disparu de fait. Et maintenant que le numérique est là, il y a une espèce de truc qui est passé. Voilà, c'est juste un changement de paradigme. Et donc il faut... Voilà, moi je suis un peu dans une nostalgie parfois, mais je suis aussi résolument tourné vers le futur, et j'ai envie de représenter justement les choses que j'aime du passé et de les amener dans le futur. Et puis l'intelligence artificielle aussi, t'en parlais Mehdi, mais voilà, j'ai vu que l'intelligence artificielle vient de finir une symphonie de Schubert. Donc vous pouvez aller voir ça, il n'a pas fini, il est mort avant de finir cette symphonie, donc l'intelligence artificielle a écrit In the Style of Schubert, et a fini la symphonie, je dois dire que c'est bien, je suis un peu furieux, mais c'est vraiment bien. Donc, non, mais donc voilà, c'est vrai qu'intelligence artificielle au service de la création, je trouve ça tout de suite un peu bizarre, parce que voilà, la création, qu'est-ce que c'est sinon un acte d'intelligence, des choix, donc si on délègue ça à quelque chose, voilà, c'est plus une création personnelle, ça devient une création de la machine, et voilà, voilà, moi, c'est vrai qu'il y a un problème d'éthique, comme tu disais, que c'est pas du tout résolu. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup vu les outils personnellement que je puisse utiliser, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais ouais, forcément, il y a un peu d'arnaque derrière tout ça. Donc voilà, et je dirais pour finir qu'on a eu des nouveaux instruments comme la guitare électrique qui ont créé le rock, le sampler et l'ordinateur qui ont créé la techno, la house et les musiques qu'on a actuellement. C'était il y a presque 30 ans, ça fait longtemps qu'on n'a pas créé un nouvel instrument de création réelle. Et c'est ça que j'attends, et je pense que c'est ça qui va créer la nouvelle musique du futur, où tous les kids vont faire « ok, moi je veux faire ça ». Et pour l'instant, du coup, on est obligé de faire avec pour moi, c'est presque une vieille musique. Je suis plus dans un choix d'hybrider, d'essayer d'amener plusieurs cultures, de faire se rencontrer plusieurs choses, parce que j'ai pas vraiment d'outils de vraie création pure, neuve actuellement. Voilà, merci beaucoup.